Et ce mercredi-là, 30 août 1961, Liège avait son visage de tous les jours. À 10 heures du matin, tout semblait suivre son cours normal, car toute l'activité se cachait au cœur même du palais des Princes-Évêques. Tout se passait ici, dans cette grande cour intérieure, qui chaque année accueille les voitures et les concurrents de Liège-Rome-Liège. Mais aujourd'hui, on ne va plus à Rome. En 1961, on va à Sofia. C'est tout autre chose. Pourtant, le jour du grand départ, ce sont toujours les mêmes scènes qui se répètent. Elles font partie du marathon de la route. Les voitures sont marquées, un point du moteur, un point du châssis. Ailleurs, on effectue un dernier réglage des phares et tous les concurrents y passent car c'est quasi indispensable. Une curiosité cette année, pour la première fois, un équipage japonais prend le départ. Koga et Yamashima sont venus de leur lointain pays pour disputer le marathon de la route. Un grand favori, Bianchi, plein de confiance. Mais déjà, les gendarmes de la route se groupent, l'heure du départ officieux approche, et à 18 heures précises, Maurice Garot, grand maître organisateur de ce marathon de la route, Maurice Garot prend la tête de la troupe des 85 concurrents pour se rendre à Spa, où sera donné le départ officiel de l'épreuve. Lentement, la cour du palais des Princes-Évêques se vide, l'avant-première se termine, c'est maintenant que tout va commencer. Et à 22 heures très exactement, les trois premiers concurrents sont à la ligne de départ. Les Belges Aquin Boucher numéro 1, les Français Coltelloni Maran numéro 2 et encore des Belges l'équipage de Macquart Jean-Blin de Meux numéro 3. Et ainsi, de 3 en 3 minutes, 3 voitures vont s'en aller vers leur destin sur une route longue de plus de 5000 km, pleine d'embûches, pleine de surprises. Tous ont confiance, mais de ces 85 voitures, combien en reviendra-t-il? Voici l'équipage victorieux l'an dernier, Miss Moss et Miss Wisdom. Et toute la nuit, les concurrents vont rouler, foncer de contrôle à contrôle, s'arrêtant à peine pour griffonner des noms illisibles sur les feuilles des commissaires. Et le lendemain, jeudi 31, l'aube les surprend en Allemagne, sur l'autostrade, où la circulation des poids lourds leur rend la tâche déjà difficile. Il faut se faufiler entre les camions et, bon gré mal gré, réduire sa vitesse, ronger son frein, et pourtant tout ceci n'est rien encore, c'est presque du tourisme. Premier contrôle de la journée, voici Neu-Ulm. Jusqu'ici, peu de choses à signaler, 3 abandons et 3 équipages pénalisés. Les Belges Sander père et Sander fils, 3e l'an dernier, examinent un instant le moteur de leur voiture. Mais personne ne s'attarde trop longtemps à Neu-Ulm. Et peu après le départ, une collision met hors course les Français Nicole et Joly, voiture détruite, mais peu de mal pour les pilotes. Pendant ce temps, les Belges Thibault et Toubeau passent, nous les suivons et nous stoppons un court instant à la frontière autrichienne où d'autres Belges sont là, la 71 de l'équipage Hermann et Kuper. En Autriche, il ne se passera rien, la traversée de ce pays étant entièrement neutralisée. Mais peu après l'entrée en Italie, se produit l'accident le plus spectaculaire peut-être de l'épreuve. 2 voitures, la 89, celle des Suédois Anderson et Carlson, et la 88 des Suédois Nottorp et Hellberg, ces 2 voitures sont entrées en collision avec une voiture de tourisme. On dégage d'abord la voiture du touriste avec les moyens dont on dispose. Pour la 89, ce sera un peu plus difficile.
Tout cela, évidemment, n'était pas prévu au programme, mais les 3 voitures sont inutilisables. Mais si pour ces 2 équipages malheureux, la course était terminée, pour les autres, elle ne faisait que commencer. Nous en étions toujours au hors-d'œuvre. Pour beaucoup, c'était toujours du grand tourisme, les beaux paysages, les belles routes italiennes qui ne demandaient qu'à se laisser dévorer. Contrôle au sommet du col d'Urésia. Les Belges Bianchi Harris, numéro 31. Encore un Belge, un ancien de Liège-Romiège, Georges Aquin. Une quarantaine de concurrents sont arrivés presque dans le même temps, au sommet. Les carnets s'amoncellent et, au moment du départ, c'est le rush des concurrents vers leur voiture. Tous sont ardents, nerveux, chacun veut gagner quelques secondes sur le voisin. Mais pourquoi? Ils n'ont roulé que 14 heures jusqu'ici, il y en a encore 77 à faire. Tous se foncent vers le prochain contrôle, Canazei, où nous arrivons au moment où la voiture numéro 30 des Allemands Wener Scheller précède les Français Cotter Graziani et bien d'autres encore, car tout le monde est pressé, terriblement pressé toujours. Depuis le Passo d'Urésia, aucun incident, les 77 concurrents sont toujours là. Et on fonce toujours, on fonce maintenant vers le sommet du col du Port-d'Oeil, c'est toujours du grand tourisme et cela restera du grand tourisme jusqu'au soir et une bonne partie de la nuit. Mais cela change un peu après l'autostrade Zagreb-Belgrade, cela change au moment où Jean-Denis tourne ses premières images en Yougoslavie entre Belgrade et Sofia. Les routes ne sont plus aussi bonnes, durant la nuit les pénalisations sont tombées sur tous les concurrents, mais il n'y a eu que très peu d'abandon. Sur ces routes yougoslaves empierrées, la poussière est infernale, les pierres volent. La 83, les Anglais Ister Freborung passent devant une voiture en difficulté, la 53, les Français Cotter Graziani. Mais voici la Bulgarie où le marathon de la route se présente pour la première fois. Formalité réduite au minimum pour les concurrents et aussi, il faut le dire, pour notre caméraman. Accueil chaleureux de la population sur tout le parcours et dans la ville de Sofia, 40 000 personnes se sont groupées sur les trottoirs pour voir passer les géants de la route. Un à un, les concurrents se présentent au contrôle de la place Lénine avant de ranger leur voiture au parc fermé. Car, dans la capitale bulgare, point extrême du parcours, un repos de 4 heures est accordé aux équipages. Il reste à ce moment 69 voitures en course et le classement général donne en tête l'équipage anglais Seigle Morris, deuxième les Allemands Walter Wenscher, troisième encore des Allemands Boringer Altonen. Mais nous sommes à la mi-parcours et le plus difficile reste à faire. Piękne panie i panowie,
Posłuchajcie, co wam powiem. De Sofia, départ triomphal devant une foule record massée sur le parcours. Et nous voici à nouveau sur la route du retour vers la Yougoslavie. Route assez bonne, où nous voyons placer plusieurs voitures, la 69 des Belges Dubois-Jacquemin, entre autres. Un autre groupe de voitures, la 34 des Français Verrier-Jourdain, la 68 des Allemands Lessifer-Grafenhorst. Sans s'arrêter, les concurrents traversent Kujenil, la frontière yougoslave est proche. Pépin sans gravité pour la 80, Courbe et Bernard réparent calmement. Nous franchissons maintenant les derniers kilomètres de route bulgare avec les Français Kolteleni et Maran. Il est interdit de filmer au poste frontière et c'est peu après en Yougoslavie que Staplar Meeuwisen arrive au terme de leur course. Malgré tous leurs efforts, ils ne se présenteront plus au contrôle suivant. Regardez bien ces images d'un passage des Français Idrac-Prouzet. C'est cela, le marathon de la route. C'est ici que les grosses difficultés vont commencer. Nous approchons de la fin de la journée du vendredi 1er septembre. La plus dure nuit de l'épreuve allait commencer. Une nuit interminable sur des routes yougoslaves empierrées, poussiéreuses. Des routes? Non. Des chemins de terre, des chemins de pierre où les tombereaux ont creusé des ornières, des chemins où les voitures vont peiner, souffrir pendant des heures et des heures interminables. À Sofia, il y avait encore 69 voitures. Samedi matin, au lever du jour, peu avant le contrôle de Novi, samedi matin, à la sortie de cet enfer, il ne restait plus que 19 voitures en course, 50 véhicules étaient restés au bord des routes yougoslaves. Une fois de plus, la Yougoslavie avait fait la décision, mais à quel prix? Les organisateurs n'en demandaient certes pas autant. Et pourtant, ce n'était pas fini. À Novi, il restait 3 grands favoris dans la course, Trautmann-Ogier en tête devant les Belges Bianchi et Harris que vous voyez ici, et les vainqueurs du marathon 1960, Patmos et Anne Wisdom. Coiffée à la Johan Seberg, voici Miss Moss, sœur du champion Stirling Moss. Sa coéquipière Miss Wisdom se réconforte rapidement. La fatigue, vous le remarquez, marque les traits des 2 conductrices et pourtant, disions-nous tout à l'heure, ce n'était pas fini et vous allez pouvoir vous en rendre compte. Voici la route entre Novi et Roscoe, un véritable désert. C'est toujours la chaleur torride, une poussière infâme qui vous prend à la gorge, une poussière qui s'introduit partout. Pourtant, il faut continuer, car il y a encore près de 30 heures de course. Voici les courageux Belges Charlie et Johan numéro 27. Ils vont terminer à Spa. Mais sur ces routes, d'autres vont tomber.
Encore des Belges, Noquin et Cabert, ils n'en ont plus que pour quelques heures, ils abandonneront peu après Split. D'autres Belges encore, les voici, Pat, Lotte, ils vont abandonner en Italie. Voici la numéro 1, Aquin, Boucher, ils vont abandonner avant la frontière italienne. Voici les Anglais, Leith, Cartwell, eux seront lourdement pénalisés en Yougoslavie, mais ils termineront l'épreuve. Forno d'Isoldo, c'est déjà l'Italie, mais c'est le début d'un drame. Les Français Trautmann-Ogier, en tête depuis l'enfer yougoslave, eux qui déjà entrevoyaient le triomphe, viennent de se rendre compte que leur boîte de vitesse est sérieusement endommagée. Ils continuent malgré tout, mais 25 km plus loin, ce sera l'abandon irrémédiable. À ce moment, l'équipage Bianchi-Harris passait en tête. Les Allemands, Walter et Wenscher arrivent à leur tour. Les Allemands ont perdu très peu de temps au contrôle et les voilà déjà dans le Passo du Rad. Et la nuit tombe à nouveau. C'est la dernière nuit qui abattra plus de la moitié de ces héroïques pilotes qui croyaient déjà être au bout de leur peine et qui ne savaient pas encore qu'ils boiraient le calice jusqu'à la lie. À l'entrée de cette nuit, il n'était plus que 11 sur 85, et 3 d'entre eux allaient encore payer cher leur audace. Et dimanche matin, la première voiture qui se présentait au contrôle de Neuhulm, c'était la 31, celle des Belges Bianchi et Harris, c'était la voiture des vainqueurs. Sauf accident, ils ne pouvaient plus être rejoints et ils ne le furent plus. Les 7 autres concurrents qui restaient en course allaient terminer eux aussi, mais loin, très loin des glorieux vainqueurs. Qui veut aller loin ménage sa monture. Bianchi, que nous voyons ici au volant, tout comme son coéquipier Harris qui se repose dans la voiture, ces deux hommes n'ont pas été avares d'efforts. Certes, ils ont souffert comme tous les concurrents, mais ils ont eu la sagesse de temporiser au moment les plus difficiles. Ils ont su garder la tête froide au milieu des pires embûches. À Spa, c'est l'arrivée triomphale, mais c'est aussi la fin du marathon de la route de 1961 qui jamais sans doute n'a aussi bien porté son nom. Le drapeau à damier noir et blanc s'abaisse, voici les vainqueurs. Une épreuve encore les attend, les félicitations, les baisers, les fleurs, les photographes, les cinéastes. Harris et Bianchi rayonnent de joie, c'est sans aucun doute le plus beau jour de leur carrière sportive.
rescapés se présentent à leur tour, les mêmes scènes se répètent, car les 8 courageux qui ont terminé Liège-Sofia-Liège doivent être englobés dans les mêmes éloges. La 31e épreuve du moteur Union de Liège restera gravée en lettres d'or dans l'histoire du sport automobile.